Alors, bonjour, bonsoir, en fonction de là où tu te trouves en ce moment pour suivre cette partie de notre training consacrée, n'est-ce pas, sur la maîtrise et le lancement de son e-commerce sans capital initial. C'est ça la caractéristique de notre training. Pour partager avec vous comment est-ce qu'il est possible, n'est-ce pas, de lancer un business sans véritable capital initial. C'est-à-dire que de la formation jusqu'au lancement de votre business, vous n'aurez forcément pas besoin d'un capital initial. Ça ne veut pas dire que vous avez de l'argent, c'est mauvais. Juste pour montrer comment est-ce que ce sera possible. Alors, aujourd'hui, nous sommes comme ça sur la partie, le module 4 de notre training qui porte, n'est-ce pas, sur justement la création, la configuration et l'optimisation de votre boutique en ligne. Si vous avez suivi tout ce module, vous saurez que nous sommes à la fin de cette partie ou du dernier chapitre de ce module qui est notamment, comme vous pouvez voir, la mise en place des solutions de paiement et d'expédition. Alors, je ne vais pas résumer, je vais peut-être le faire à la fin de cette dernière partie pour résumer ce qu'on a couvert dans tout ce géant module. Vous verrez, n'est-ce pas, qu'il s'agit là des différents modèles de e-commerce, des critères du choix, de la conception de la boutique elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui entre en compte lorsqu'il faut nettement créer sa boutique. Lorsqu'on va en pratique, vous allez voir. Mais en théorie, on a nettement épilogué dessus. On a vu la dernière séance, l'optimisation des pages de produits. On sait bien qu'il n'y a pas, tu ne peux pas vendre un produit si tu n'as pas optimisé ta page. C'est l'une des raisons pour laquelle on ne vend pas de produits. Alors, cette dernière partie aujourd'hui sera consacrée sur la mise en place des solutions de paiement et d'expédition efficaces. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va dire à propos de cette partie de notre chapitre? Ou du moins de cette partie de notre module. OK. Dans ce quatrième module, sur la création, la configuration et l'optimisation des boutiques en ligne, nous arrivons à la dernière partie qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, la mise en place des solutions de paiement et d'expédition efficaces. Alors aujourd'hui spécifiquement, nous allons explorer les différentes options de paiement et d'expédition afin que vous puissiez choisir la meilleure pour votre boutique en ligne. En fait, c'est de ça qu'il est question. On va pouvoir, n'est-ce pas, explorer les différents modes de paiement, les options de paiement. On va voir ce qu'on appelle en anglais gateway, payment gateway, les passerelles de paiement. On va voir les modes de paiement, les méthodes de paiement eux-mêmes. On va voir les solutions d'expédition classiques, n'est-ce pas? On va voir également les options spécifiques. On va voir la gestion des retours. Et on va, n'est-ce pas, signifier qu'il faut en général tester régulièrement les processus pour se rassurer qu'ils fonctionnent bien. Alors, sans plus tarder, alors, dans cette dernière partie, comme on a dit tantôt, vous découvrez comment mettre en place des solutions de paiement et d'expédition efficaces pour votre boutique en ligne. Vous explorez les différentes options de passerelle de paiement. Vous voyez ce qu'est une passerelle de paiement, telles que, on commence à citer là, PayPal, Stripe, Square, il y en a beaucoup. Et vous allez également explorer les méthodes de paiement en ligne. Et il faut savoir qu'une passerelle de paiement est différente d'une méthode de paiement en ligne. Donc, voilà. Alors, vous allez également apprendre dans ce module la configuration des solutions d'expédition optimales en tenant compte des coûts, de la rapidité de livraison et surtout de la fiabilité. Vous serez donc en mesure, à la fin de ce petit chapitre, de choisir les meilleures options de paiement et d'expédition pour répondre aux besoins de vos clients tout en optimisant votre activité de e-commerce. En business, tout ce qu'on fait, c'est dans le sens de l'optimisation, c'est-à-dire la maximisation de la satisfaction, mais au moindre coût. OK? Alors, plongeons directement pour parler des solutions de paiement. Commençons donc par les solutions de paiement. Il est essentiel d'offrir à vos clients des options de paiement pratiques ou encore des solutions de paiement pratiques
et sécurisé. Et dans cette solution de paiement, on parle en principe des passerelles de paiement. En anglais, on parle de payment gateway. Et les plus courants, les passerelles de paiement les plus courantes sont PayPal, qui sont, n'est-ce pas, aujourd'hui reconnus peut-être que mondialement dans plusieurs pays. Il y a ce qu'on appelle Stripe. Il y a maintenant ce qu'on appelle Square. Évidemment, il y en a toute une autre infinité. En fonction, bien sûr, du pays où tu te trouves, tu pourras trouver que ce que tu connais sera plus optimal. Pour l'instant, ce que nous maîtrisons le plus, c'est PayPal parce que c'est aussi le plus répandu, j'ai envie de dire. Ce sont juste des options qui permettent à un client, n'est-ce pas, qui permettent à un client ou alors à un fournisseur de recevoir l'argent de son client, qu'importe là où se trouve ce client. C'est ça une passerelle de paiement en fait, surtout en e-commerce. En e-commerce, lorsque tu fais un paiement en ligne, ça ne va pas chez le vendeur. Le vendeur est informé en fait qu'il y a une vente, mais généralement, ce n'est pas encore chez le vendeur. Ou même si c'est chez le vendeur, ça ne lui appartient pas encore pendant un certain délai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si après, toi, tu as acheté un produit en ligne utilisant PayPal ou bien Stripe, après, tu n'es pas satisfait du paiement, tu peux demander qu'on te rembourse. Et PayPal va te rembourser, Stripe va te rembourser, ces passerelles de paiement vont te rembourser. C'est pour ça, en principe, c'est un. Donc, quand tu achètes, le fournisseur, en fait, il est notifié qu'il y a une vente. Il peut même voir virtuellement que son chiffre d'affaires a augmenté, mais l'argent ne lui appartient pas encore. OK? Si tu soumets une requête pour la livraison qui était trop tardive ou la marchandise n'est pas conforme, quoi que ce soit, n'est-ce pas? Tu peux être remboursé par ces outils, ces plateformes-là. C'est ça qu'on les appelle les passerelles de paiement. Donc, il faut pouvoir savoir étudier en fonction de ta région géographique dans le monde, celle qui est la meilleure, c'est-à-dire comparer les coûts et toute autre chose. Alors, les passerelles de paiement telles que PayPal, Stripe, Square sont parmi les plus populaires et les plus fiables. Yeah. Elles vous permettent d'accepter les paiements par des cartes de crédit, par virement bancaire et même par portefeuille électronique. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, déjà, on va continuer en disant, assurez-vous de choisir la passerelle de paiement compatible avec votre plateforme e-commerce et vérifiez les frais associés à chaque option. C'est ce que je disais tantôt. Alors, généralement, quand tu, n'est-ce pas, crées ta boutique, toutes les plateformes de e-commerce n'acceptent pas ou n'intègrent pas toutes les passerelles de paiement. En fonction donc, de la plateforme que tu utilises, tu verras quelle est disponible. Mais ces trois dont je suis en train de parler sont en général celles qu'on utilise le plus, qui sont plus ou moins plus fiables. Et ces plateformes intègrent, elles sont bien parce qu'elles intègrent plusieurs, j'ai envie de dire, modes de paiement. Ils acceptent par exemple le paiement par carte de crédit ou carte débit. Ils acceptent le paiement par virement bancaire. Ils acceptent le paiement, ce qu'on appelle e-wallet, des portefeuilles électroniques. C'est-à-dire que tu peux avoir de l'argent dans une plateforme et tu utilises l'argent là pour faire un paiement. Donc, cette plateforme supporte cela. Et beaucoup de plateformes ne vont pas le faire. Donc, voilà. Maintenant, comme j'ai dit tantôt, rassurez-vous de la compatibilité, mais surtout, des frais associés. Parce qu'il faut comprendre que c'est un business. De la même façon que vous, le vendeur, il crée une certaine fiabilité, une certaine confiance entre le client et vous. Parce que le client sait bien sûr que s'il n'est pas satisfait, il sera remboursé. Donc, cette plateforme vous aide à avoir une confiance. Imagine un peu qu'il n'y avait pas cette plateforme. Et tu penses-tu qu'une fois que le client, tu as vendu à un client, s'il vient vers toi, tu vas facilement le rembourser. Tu vas lui donner des rendez-vous. Bon, ce n'est pas honnête. Un bon fournisseur va dire, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais changer l'article ou bien je vais te rembourser. Mais beaucoup de personnes vont ignorer la crainte ou bien la plainte qui généralement est justifiée parce qu'il va pourquoi est-ce que quelqu'un va dépenser l'argent après il vient se plaindre. Il y a quelque chose sûrement qui ne va pas. Donc, s'il n'y a pas cela, ça va créer une friction entre l'acheteur et toi, et du moins une incertitude entre l'acheteur et toi. Parce que l'acheteur, il ne te voit pas en fait.
C'est ça, en fait, c'est tout le problème avec le e-commerce. L'acheteur ne te voit pas. Et la garantie que ce que tu vends est bien. Si ce n'est pas bien, il va te voir où? Si c'est dans un marché physique, tu connais la boutique, tu connais ses heures d'ouverture de fermeture, tu vas là-bas, tu ne demandes même pas, tu n'appelles même pas pour le dire. Tu vas directement, tu dis la chaussure que j'ai achetée, j'ai demandé du 42, vous m'avez servi du 48. C'est pas ce que je demande, remboursez-moi ou alors échanger. Mais en ligne, il faut cette passerelle pour vous aider. Donc, parce que vous êtes, il y a des coûts donc qui sont supportés. Notamment, ce sont les coûts, en fait, qui sont dus aux transactions. Si une personne achète, généralement, c'est 3% ou 2,5%. Bref, vous devez pouvoir faire des recherches pour savoir. Lorsqu'on va passer à l'implémentation, je pourrais vous accompagner dans ça également. Donc, voilà, ça vous aide, n'est-ce pas, à créer une barrière, une confiance entre ce qu'on appelle souvent garantie ou remboursé. Beaucoup de personnes le disent avec la bouche, mais ne peuvent pas effectivement le faire. Donc, et pour cela, voilà, quand vous recevez peut-être 100 000 francs ou bien 100 $, il y a un 2 $ peut-être qui va être. Alors, et la diversification des modes de paiement qu'elle vous permet d'accepter. Et je ne sais pas où est-ce que tu te trouves. Est-ce qu'il est possible que toi, tu puisses accepter, n'est-ce pas, un paiement par carte de débit? Peut-être pas. Est-ce qu'il est possible que tu puisses accepter un virement bancaire? Peut-être pas. Mais avec PayPal, tu peux recevoir tout cela. Tu peux passer par là, mettre dans ton compte PayPal et tu choisis comment tu vas recevoir cet argent-là. Tu choisis peut-être, n'est-ce pas, par, par carte bancaire ou bien tu gardes cet argent là-bas que tu utilises pour faire des transactions. Ça devient donc un e-wallet, ça devient un porte-monnaie électronique. Tu peux ne pas avoir un seul compte. Tu n'as pas de compte bancaire, tu n'as pas de carte de débit, tu n'as rien, mais tu as un compte PayPal que tu peux donc utiliser donc, pour recevoir de l'argent et pour acheter même les marchandises à tes fournisseurs, j'ai envie de dire, et continuer à faire du crédit et continuer à agrandir ton compte e-wallet jusqu'à ce que tu décides donc de retirer cet argent pour mettre dans une carte ou alors dans un compte bancaire. C'est l'avantage que ça vous offre. Pareil à Stripe également. Alors, à côté donc des passerelles de paiement, nous sommes là sur les solutions de paiement. Dans les solutions de paiement, on a parlé donc des passerelles de paiement, ce qu'on appelle en anglais Payment Gateway. OK? Maintenant, à côté de ça, il y a les méthodes de paiement qui sont expliquées tout à l'heure. En plus des passerelles de paiement, il est important de prendre en compte les méthodes de paiement en ligne courante. Et si tu n'es pas au courant, tu ne peux pas accepter beaucoup de méthodes de paiement. Tu risques d'être en retrait par rapport aux ventes, euh, au profit de ceux qui diversifient leurs, n'est-ce pas, méthodes de paiement. Alors, certaines options populaires comprennent les paiements par carte de crédit, les paiements par carte de débit, les paiements par portefeuille électronique, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et PayPal, justement, vous permet donc de faire ces paiements électroniques, portefeuille électronique, c'est-à-dire que tu peux faire un paiement avec PayPal directement. Tu peux faire un paiement avec Google Pay. Tu peux faire un paiement avec Apple Pay. Donc, ce sont les options, n'est-ce pas, que tu peux intégrer pour permettre une diversification d'acceptation de paiement par tes potentiels clients. Également, il y a les paiements bancaires. Donc, proposer plusieurs options pour accommoder les préférences de vos clients et faciliter leur achat. Quand un client n'a pas beaucoup de possibilités, il est bloqué. Maintenant, il y a une autre méthode que je n'ai pas inclus et pendant l'implémentation, on pourra vous aider comment le faire, notamment la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir accepter des paiements électroniques mobiles utilisés en Afrique, notamment, vous le savez mieux que moi, les Orange Money, MTN Money, il y a quoi, African Bank, bref. Pendant l'implémentation, on va vous montrer comment est-ce qu'on peut intégrer ces paiements locaux dans votre e-commerce, de façon à ce que vous puissiez transiter, n'est-ce pas, de ces paiements pour pouvoir accepter également des paiements locaux dans votre boutique en ligne. Ces paiements sont des paiements qui vous permettent de faire du business à l'international. Je vous l'ai dit, dans ce programme, vous pourrez être capable, n'est-ce pas, de pouvoir faire du business à l'international. Si vous êtes un peu motivé et avec toute la confiance
et la dédication que vous avez, vous serez capable de pouvoir avoir des boutiques que vous pouvez vendre aux États-Unis, par exemple, ou en France, ou en Italie. D'où ce mode de paiement. Vous ne pouvez pas vendre à une personne en Italie ou aux États-Unis avec un compte, avec un mode de paiement seulement Orange Money ou MTN Money. Donc, d'où la priorité que j'ai donnée à attacher ces différentes méthodes de paiement. Alors, à côté de ces méthodes de paiement, on va maintenant parler des solutions d'expédition. On a parlé des solutions, n'est-ce pas, de paiement. Maintenant, on va partager les solutions d'expédition. Alors, dans les solutions d'expédition, il y a les solutions classiques que tout le monde connaît, notamment, euh, voilà, lorsque vous choisissez vos options d'expédition, prenez en compte des facteurs tels que le coût, la rapidité de livraison et la fiabilité. Évaluez les différents transporteurs tels que des services postaux. Tous les pays ont des services postaux. Les sociétés de transport express, comme par exemple DHL, il y a UPS, il y a FedEx. Pardon. Et il y a aussi les services de messagerie locaux. Là, c'est beaucoup plus à l'étranger, qui s'occupent également de faire la distribution, n'est-ce pas, de, de vos produits chez vos clients. Alors, comparez les tarifs, les délais de livraison et les options de suivi pour choisir la meilleure solution d'expédition pour votre entreprise. Ça également, c'est crucial. Si vous ne prenez pas ça en compte, vous serez surpris de la marge que vous perdez dans votre chiffre d'affaires. Parce qu'il faut savoir que dans le e-commerce et surtout dans le e-commerce physique, parce qu'il y a également, on n'est pas en train de parler, ceux qui vont être dans le programme, on va partager également le e-commerce virtuel, c'est-à-dire le e-commerce pour des produits digitaux. C'est en ce moment que, voilà, tu ne souffres pas trop du coût d'expédition parce que, en fait, il n'y a pas quelque chose à livrer. Un support électronique n'a pas besoin d'un transport ou d'un coût de transport. On télécharge, on lit, on accède, on écoute, on regarde, donc il n'y a pas de coût à l'intérieur. Mais lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de produits physiques, il y a un coût qu'il faut évaluer, sinon votre marge ne sera pas ce que vous imaginez. Il faut savoir qu'en business, le chiffre d'affaires n'est pas le bénéfice. Beaucoup de personnes vont voir 100 000, 200 000, 100 millions dans leur compte. Ils font des projets sur 100 millions. Pourtant, ce n'est pas ça le bénéfice. Le bénéfice sur 100 millions, c'est peut-être seulement 3 millions. Pourtant, on fait des projets sur 90 millions. OK. Donc, voilà. On va comme ça passer à la prochaine étape, puisqu'on vous fait comprendre que prêtez attention aux solutions classiques. Ça, c'est la première option, la option la plus répandue, utilisée par tout le monde. Mais on va maintenant voir certaines options spécifiques au niveau des solutions d'expédition. Quelles sont donc ces options spécifiques? Alors, les options spécifiques, en fonction des produits que vous vendez, vous pouvez également envisager des options spécifiques telles que quoi? Le retrait en magasin. En anglais, on appelle ça pick-up ou la livraison par drone. Ça, c'est deux mots de livraison différents ou deux mots d'expédition différents. Le premier mode, ce n'est pas le retrait en magasin. Le retrait en magasin, que nous appelons généralement pick-up, ça veut dire quoi? Tu achètes un matériel, euh, mais tu décides d'aller retirer parce que, vois-tu, ce n'est pas avantageux que tu achètes un matériel, un article, et que tu sois, je ne sais pas trop, 3 km ou 5 km de l'endroit, mais qu'on te dise que ça va arriver demain ou après-demain. Même si c'est demain, pour toi, ça peut être long. Tu peux décider que tu vas aller pick-up toi-même ta marchandise. Alors, c'est plus rapide pour toi. C'est plus rapide. Donc, on appelle ça retrait en magasin. Une fois que vous avez vendu la marchandise, le client a choisi de venir récupérer lui-même. Donc, ce sont les options que vous devez pouvoir intégrer en fonction, n'est-ce pas, du type de produit que vous vendez et la proximité géographique avec, n'est-ce pas, vos clients. En réalité, il faut toujours l'intégrer. Ce n'est pas à vous de choisir ça. C'est au client de choisir parce que le client va sûrement regarder où se trouve le magasin.
la plateforme devrait indiquer où se trouve le magasin. Et le client peut décider, n'est-ce pas, d'aller retirer lui-même sa marchandise. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas un frais de livraison qui doit être intégré. Il va aller retirer lui-même. Alors, il y a la livraison par drone également. Vous avez, avec l'explosion de la technologie, beaucoup de choses se font par drone. On fait des vidéos par drone, on fait les reportages avec le drone, on fait les livraisons avec le drone. Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Euh, Même les entreprises qui font dans la livraison classique, certaines font également la livraison avec drone. Okay? Mais c'est quand même une option bien spécifique. Évidemment, parfois, ça va coûter plus cher. Avec le temps, ça coûtera sûrement moins cher parce que le drone il n'y a pas d'embouteillage. Pour livrer quelque chose avec le drone, c'est dans l'air. Il n'y a pas d'embouteillage, ça va direct à vol d'oiseau et ça te livre rapidement. Donc, évidemment, très peu d'entre vous pourront avoir la capacité de le faire. Je ne vous simplifie pas. Évidemment, quand vous devenez plus puissante, vous pouvez intégrer, vous pouvez fabriquer vos propres drones. C'est vous qui fabriquez, en fait. À partir de là où vous êtes, vous pouvez entrer des commandes, un GPS que ça va suivre, pour aller directement déposer là où vous voulez que ça dépose. Alors, ces options peuvent offrir des expériences d'achat plus rapides, plus pratiques et plus rapides pour vos clients, évidemment. Le retrait en magasin, j'ai dit, c'est plus pratique, c'est plus rapide. La seule différence, c'est que le client n'a pas perdu le temps pour se promener dans tout le marché, pour chercher ce qu'il veut. Vous avez fait une meilleure présentation de votre boutique en ligne. Vous avez optimisé votre page de façon à ce que le client a été convaincu, il a eu tous les éléments possibles dont il a besoin pour décider, prendre sa décision d'acheter. Vous avez fait tout cela. Maintenant, lui peut vouloir optimiser son achat en allant récupérer lui-même. C'est-à-dire, il gagne en temps. Il peut même gagner en argent parce que les frais que vous allez le facturer peuvent être même plus élevés que lui utiliser sa bicyclette pour aller, pour payer un taxi qui coûtera peut-être moins cher que les frais que vous allez le facturer pour lui livrer la marchandise. Pourtant, c'est à 2 pas de sa maison. Donc, parfois, ça peut être plus optimal ou encore, n'est-ce pas, plus rapide. Pardon, c'est pareil. Alors, assurez-vous de communiquer clairement les détails de chaque option d'expédition sur votre website, sur votre site, sur votre boutique en ligne, y compris les frais supplémentaires éventuels et les délais de livraison estimés. C'est important de le faire. Donc, ces options spécifiques ou alors les options classiques, mettez ça à la disposition du client. Ne cachez rien. Vous ne savez pas qui peut avoir besoin, n'est-ce pas, de pouvoir venir pick-up ou bien retirer son produit dans votre boutique en lui-même. Ou alors celui qui a la capacité, n'est-ce pas, d'utiliser le drone pour faire sa livraison. Si vous offrez cela, mettez ça comme une option. Donc, également, partagez la délai de livraison. Et on va vous montrer comment est-ce que certaines applications pourront vous aider à estimer le délai de livraison. Lorsqu'un client entre la commande, il sait environ combien de temps ça va prendre pour que lui soit livré. Le client ne doit pas rester dans le vacuum, ne doit pas rester dans l'incertitude. Un client qui est incertain se pose des questions, il peut avoir l'impression que oh, c'est en ligne, c'est un site de frappeur. Ceux qui ont seulement, ils m'ont arnaqué, tout ça là. Il n'a pas besoin de ça. Et quand c'est comme ça, avec le temps, ce qu'ils font, c'est quoi? Je vous ai dit que vous allez forcément utiliser les plateformes, les passerelles de paiement. Ce que le client va faire, c'est quoi? C'est aller demander son remboursement. Pourtant, vous avez déjà virtuellement crédité votre compte. Vous avez déjà comptabilisé cela. Maintenant, le client est incertain, il ne sait pas ce qui se passe. Il va seulement demander quand le rembourse. Ce n'est pas ce que vous souhaitez. Il n'y a rien de pire que de devoir rembourser un client. Parce que c'est encore mieux de ne pas vendre que de vendre. Parce qu'il y a deux mauvais aspects. Premièrement, c'est que vous commencez à faire une comptabilisation de ce que vous avez vendu. Vous commencez à prévoir le réapprovisionnement. Dès que vous avez commandé déjà au fournisseur, imaginez que vous faites 50 ventes aujourd'hui. Alors, vous pouvez dire, voilà, j'ai atteint mon seuil de sécurité, il faut que je commande encore. Et demain, vous avez 30 ventes qui demandent un remboursement. Donc, voilà, vous dépensez de l'argent pour rien parce que vous avez passé une commande qui va venir rester. Augmenter, par exemple, votre frais de stockage dans un truc où on vous charge pour le stockage, quand c'est virtuel. Beaucoup de coûts. Deuxièmement, c'est une mauvaise expérience avec le client.
Le client qui demande un remboursement, je ne pense pas qu'il va revenir sur la boutique, même s'il se balade. Même s'il se balade, ça passe sur sa face, il va traverser. Imaginez une fois dans une boutique où vous allez ou dans un salon de coiffure, vous êtes mal pressé. Alors, tellement mal servi que vous demandez un remboursement. Comment vous allez faire encore un tour dans cette boutique-là, ou dans ce salon de coiffure, ou bien ce restaurant, vous avez mangé un plat avec du cafard à l'intérieur. Comment vous allez demander un remboursement, énormément. Mais est-ce que vous allez encore faire un tour dans ce restaurant? Pas du tout. Donc, c'est parce que vous, qu'importe la raison, vous ne souhaitez pas qu'un client puisse demander le remboursement. Donc, vous devez maximiser pour que le client soit satisfait. Alors, une fois qu'on a fait, dernière chose, c'est ce que je suis en train de dire maintenant, la gestion du retour. Effectivement. Donc, pendant que vous prévoyez tout, vous devez aussi penser à la gestion du retour. Ce n'est pas que vous souhaitez, mais vous devez en même temps, pour montrer que vous êtes crédible, assurez-vous d'avoir une politique de retour clairement définie et facilement accessible sur votre site. Donc, un client qui achète, il sait que si ça ne lui plaît pas, qu'est-ce qu'il doit faire? OK? Il doit savoir exactement le processus qu'il doit faire. Alors, proposer des options de retour pratiques pour vos clients, comme l'étiquette de retour prépayée. Il y a des plateformes qui vont même, n'est-ce pas, vous aider à imprimer une étiquette. Donc, vous ne vous dérangez vraiment pas. Dans votre compte, parce que dans tous les sites, en général, dans un site, quand tu achètes une marchandise, tu dois pouvoir avoir ton compte pour entrer, ne serait-ce que voir ce que tu as acheté. Il y a des sites qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir créer une étiquette de retour. C'est-à-dire que le client n'a que besoin d'imprimer et le plaquer sur l'article et renvoyer la poste, ça rentre chez vous. C'est un modèle très simple, très rapide. Le client est davantage satisfait quand il sait qu'un processus, une politique de retour euh, ou la stratégie ou les étapes qu'il faut traverser pour retourner la marchandise et avoir son argent est simple. C'est tout ça qui crée une confiance entre le client et vous. Ce n'est pas surtout ce que vous vendez. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont lancer un e-commerce après savoir se fermer spontanément parce qu'ils n'ont rien prévu. C'est sur le temps qu'ils commencent à improviser n'importe quoi, n'importe comment. D'où une formation comme celle-ci. Alors, comme j'ai dit tantôt, proposer des options de retour pratiques pour vos clients, comme l'étiquette de retour prépayée ou la possibilité de retourner les produits dans un magasin physique. Si vous en avez un, la même personne qui est allée récupérer de la marchandise peut décider d'envoyer ça par poste ou il peut également marcher de façon physique, aller déposer le produit. La gestion des retours renforce la confiance des clients et peut favoriser la fidélité à long terme. Si un client, n'est-ce pas, pour une raison, a décidé de rembourser votre marchandise, premièrement, parfois, ce qui augmente la colère, c'est la difficulté de pouvoir rembourser ou renvoyer le colis pour recevoir l'argent. C'est ça qui augmente la colère. J'ai dit tout à l'heure que lorsque vous êtes dans un salon de beauté et que vous avez une mauvaise expérience, parfois c'est la bagarre qui sort entre, on va dire, le responsable du salon et le client pour que le remboursement puisse être possible. C'est ça qui augmente sa colère. Et quand un client qui est vraiment en colère, ce n'est pas seulement ce client que tu perds. C'est beaucoup d'autres clients que vous perdez parce il va spread the word. Il va partager cette expérience-là avec tout le monde qui connaît. Ce n'est pas ce que vous souhaitez quand vous avez un business, que ce soit un business physique, un supermarché, un business en ligne ou un restaurant, n'importe quel business. Vous n'avez pas besoin que le client soit la première personne à faire votre propagande négative. D'ailleurs, vous ne souhaitez pas ça. Donc, premièrement, un incident est arrivé. Parfois, ça ne dépend pas de vous. Une livraison peut arriver en retard, pas pour votre faute. Vous n'avez pas une compagnie de livraison et ils le servent. Le client sait que ce n'est pas vous qui livrez. Vous employez des partenaires externes pour faire la livraison. Maintenant, ça peut arriver en retard de façon à ce que vous êtes fâché. Vous voulez renvoyer. C'est arrivé chez moi où je commande un frigo, des réfrigérateurs pour une fête chez moi et que ça arrive après la fête. Je ne sais pas si vous imaginez un peu l'inconvénient qu'il y a eu. C'est-à-dire que le lendemain de la fête, un dimanche à 14h, alors que tu savais que ça va arriver vendredi soir,
Dimanche à 14 heures, ils font l'effort, ils viennent dire que ouais, nous sommes désolés, voilà. On ne travaille non pas le vendredi, mais on est dimanche, mais tout ce qui arrive, on a voulu quand même arriver le dimanche pour vous livrer votre frigo. À la fin, bon, la personne qui te livre le frigo, il n'est qu'un intermédiaire. Donc, ce qu'il fait, c'est quoi? Il livre tu ne vas pas refuser de recevoir le frigo ou le congélateur. Je le reçois, je l'ai réceptionné, mais après, je suis entré dans la plateforme, leur dire, je ne suis plus intéressé par ce frigo parce que ce pourquoi je commandais est déjà passé. Ou encore, vous allez à une fête, vous commandez un vêtement, et puis ça arrive 2 jours, 3 jours après la fête. Ce n'est pas la faute du vendeur, ce n'est pas sa faute, mais c'est à lui que vous allez vous adresser. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander un remboursement. Quelle est la politique de retour? How easy it is? How clear it is? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? C'est tout ça qui peut maintenant faire que vous vous rachetiez envers votre client qui a eu une mauvaise expérience, parfois qui n'est pas dû à votre faute, parfois c'est dû à votre faute. Mais en fait, c'est la façon dont vous vous comportez pour pouvoir récupérer votre marchandise et le rembourser qui peut, n'est-ce pas, constituer une autre chance que vous avez à reprendre ce fournisseur. Et parfois, cette expérience peut me faire que votre fournisseur soit tellement fier de vous. Il comprend que l'erreur peut arriver. Il vous rembourse rapidement. En fait, vous le remboursez rapidement. Il peut continuer à être fidèle à vous. Donc, c'est ça, la gestion de retour, c'est très important. Beaucoup de personnes ne prennent pas ça en considération parce qu'ils sont surpris et ne savent pas quoi faire. Ils ont reçu de l'argent. Ils ne pensent, ils ne savent plus comment est-ce qu'ils vont faire pour remettre de l'argent parce qu'ils ont programmé cet argent-là. Donc, c'est très dangereux. Dans le e-commerce ou dans n'importe quel business en général, la politique de retour doit être là. OK? Doit être là et clair, facile à gérer, quoi. Alors, une fois que vous avez fait tout ceci, n'est-ce pas, on a parlé des solutions d'expédition, des solutions de paiement, on a parlé, n'est-ce pas, des solutions d'expédition. Vous avez mis tout ça en place. Imaginez-vous, c'est virtuel. Donc, vous faites tout ceci en ligne. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous devez pouvoir les tester le processus, en fait, pour voir s'il fonctionne bien, pour voir où est-ce que la limite est réparée. Alors, tester régulièrement les processus, que ce soit un processus de vente, tels que les passerelles de paiement et les modes de paiement qui sont intégrés dans les passerelles de paiement. Testez-les, simulez des achats par vous-même. En fait, c'est votre entreprise. Utilisez même votre argent pour acheter. Ça va venir chez vous pour voir comment ça fonctionne. Pourquoi? Si ce n'est pas bien fait, imaginez que vous avez mal configuré et chaque fois qu'un client achète, en fait, ça ne débite pas sa carte. Vous êtes en train de partager vos produits. C'est pas si on se comprend un peu. Vous êtes en fait en train de partager vos produits parce que si vous vérifiez votre compte, PayPal ou bien Stripe ou bien Square, peut-être qu'il n'y a pas d'argent dedans. Peut-être que vous êtes encore en mode test. Vous ne saviez pas. Parce qu'il y a parfois des modes de test que vous pouvez créer. C'était pour tester si ça ne fonctionne pas. Maintenant, vous êtes en train de vendre avec un mode de test. C'est-à-dire quand le client met sa carte ou bien son compte, whatever it is, il valide le paiement, c'est-à-dire, OK, achat effectué avec succès. Mais en fait, c'est un test. Mais pourtant, la marchandise risque de partir chez le client. Donc, vous devez vérifier, tester les processus régulièrement. Bon, ce n'est pas posé chaque jour. C'est une fois que vous créez, vous le testez une fois, 2, 3 fois, ça va. Peut-être qu'après un an ou quelques mois, vous testez encore pour vous rassurer que ça fonctionne évidemment. Surtout si vous avez l'impression que votre stock diminue, mais vous ne voyez pas l'argent. Testez vos processus. Et en même temps, même les processus de livraison, faites-vous livrer quelque chose. J'ai eu dans une de mes boutiques en ligne, j'ai eu à me commander des choses et voir combien de temps ça va faire pour arriver chez moi. OK? J'ai eu à commander des choses et voir combien c'est fait ça. J'ai vu le temps que ça a pris pour pouvoir arriver chez moi. Et si c'est des plateformes, n'est-ce pas, de livraison qui intègrent des tracking, je parviens à vérifier à quel niveau se situe ma marchandise que j'ai commandée jusqu'à ce que ça arrive chez moi. C'est important quand vous êtes surveillé dans un business de e-commerce. Alors, effectuez des achats tests. C'est ce que je disais tantôt. Suivez les colis et demandez des commentaires à vos clients pour assurer que leurs expériences sont positives, effectivement. Euh, les plateformes que vous devez, quand on fait du business, vous devez utiliser des plateformes et on va parler du marketing. Vous êtes capable d'avoir la base de données de vos clients. Cela vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir échanger avec eux pour obtenir des commentaires, leur avis.
leur expérience dans votre boutique en général, que ce soit l'achat ou que ce soit la livraison, pour savoir si le colis est arrivé intact, parce que le colis peut même arriver, n'est-ce pas, à terme, à la date prévenue, mais être défectueux, parfois le défaut n'est pas trop grave, de façon à ce que le client ne se plaint pas. Parfois, c'est grave et le client parfois a peur d'être racassé pour rembourser et pour obtenir son argent. Il préfère accepter ça et puis voilà, je ne vais plus jamais acheter là-bas, ils ont une mauvaise, je ne sais pas qui est-ce qui recrute là-bas pour livrer les marchandises. Donc, vous devez régulièrement, n'est-ce pas, échanger, suivre, interéchanger avec vos clients pour avoir leur avis sur leur expérience dans votre boutique. Et spécialement lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de la livraison, pour savoir s'ils reçoivent des colis, n'est-ce pas, à temps et dans les conditions qui sont censées être celles souhaitées par ce client-là. Donc, voilà, un peu comme ça, brosser ce qui nous concernait au niveau de la mise en place des solutions de paiement et d'expédition efficace. Voilà pour cette dernière partie sur la mise en place des solutions de paiement et d'expédition efficace. Vous disposez maintenant des connaissances nécessaires pour choisir les meilleures options de paiement et d'expédition pour votre boutique en ligne. Ceci rapporte, comme on dit souvent en anglais, conclut ce dernier chapitre de notre module. Alors, est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, une question avant que je fasse une révision globale de ce module qui contient 5 géants chapitres? Quelqu'un a-t-il une question par rapport à ce qu'on vient de couvrir, notamment à propos de la mise en place des solutions de paiement et d'expédition? Alors, s'il n'y a pas de questions, ce n'est que une bonne chose pour moi. Ça veut dire que, voilà, tout se consomme ou est en train de se consommer de la meilleure des façons. C'est tout ce que je souhaite. Et ne vous empêchez pas, n'est-ce pas, de continuer à poser des questions dans la plateforme ou dans des groupes Facebook ou WhatsApp dont vous êtes membre. Si vous avez des préoccupations, again, lorsqu'on va aller, je propose que vous allez dans les cours précédents pour mieux comprendre ce qui se passe. Lorsqu'on va aller en pratique, probablement dès les prochaines séances, on va essayer d'aller en pratique déjà. Parce que voilà, on a fini. Et dans la pratique, c'est dans la pratique qu'on implémente le marketing. Guess what? Le prochain chapitre, c'est a lieu au marketing. Dans un business, aujourd'hui spécifiquement, il n'y a presque aucun business qui peut fonctionner sans stratégie de marketing. Il n'y a presque pas. Alors, implémenter les produits de marketing se fera très facilement sur la pratique et non de façon théorique. C'est vrai qu'il faut pouvoir expliquer beaucoup de choses, mais ce serait important qu'on puisse les implémenter. Alors, jusqu'à maintenant, quelqu'un a-t-il des difficultés? Sinon, je conclue donc en disant que nous sommes donc arrivés au thème du module 4 de notre formation de e-commerce. En suivant les échanges qui ont animé ce module, vous serez armé de connaissances et de compétences essentielles pour créer, configurer et optimiser votre boutique en ligne, surtout une boutique attrayante et conviviale et performante, surtout prête à générer des ventes et à satisfaire vos clients. C'est ça le but. Tout ce que vous allez faire, le but, c'est de pouvoir générer des ventes. Et après avoir généré des ventes, de satisfaire votre client. On vient de voir que vous pouvez générer une vente, mais le client n'est pas satisfait à cause d'une erreur. On a vu que le client, n'est-ce pas, peut même ne pas être satisfait, pas à cause d'une erreur, ou alors on vient de voir qu'il peut y avoir une erreur qui survient, mais que vous continuez à garder la satisfaction du client par votre façon, n'est-ce pas, de réagir. Alors, dans le prochain module, nous aborderons les sujets avancés tels que le marketing en ligne et l'optimisation.
continue de votre boutique. Donc, c'est pour ça que je dis, s'il y a des questions, c'est le temps déjà de les poser parce que ça va aller maintenant très, très, très vite. Et je propose que vos machines, n'est-ce pas, sont optimales, sont prêtes, n'est-ce pas, pour pouvoir travailler. Quelle condition la connexion Internet? Parce qu'on a pu avoir que j'ai eu un, un étudiant qui a dit sa machine ne prend pas la connexion Internet. Il n'a pas compris comment. Alors, on partage également avec vous pour vous faire comprendre que euh, il y a des clients également, pas des clients, il y a des apprenants, des participants qui ont des difficultés, n'est-ce pas, à accéder au matériel, surtout si vous êtes en Afrique. Ce programme est fait pour ceux qui sont partout dans le monde, aux États-Unis, en France, en Europe, partout, mais également pour tout qui est en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, au Bénin, au Nigeria. Alors, certaines personnes ont des difficultés à accéder au matériel. Pour ceux spécifiquement qui sont, n'est-ce pas, par exemple, au Cameroun, ici, à Douala, nous avons, n'est-ce pas, dit dans le programme qu'on pourra vous aider à avoir accès au matériel qui vous permettent non seulement de participer au cours, mais aussi de créer votre structure. C'est-à-dire, au-delà du fait que euh, vous ne payez pas pour la stratégie ou même pour les outils technologiques à utiliser, lorsque tu n'as pas de stratégie, pas de logique, pas des applications, pas du site que vous devez normalement payer et qu'on ne va pas vous faire payer, je parle, n'est-ce pas, comme ça, des plateformes, des solutions marketing en termes de logiciels qui permettent, par exemple, de créer des bases de données, qui permettent de créer votre boutique ou alors d'entretenir des clients avec des solutions de messagerie, notamment des emails, le marketing ou bien autorespondeur. Il peut arriver que vous n'avez même pas la possibilité de pouvoir avoir accès à des machines qui vont vous permettre de faire tout ça. Alors, si vous êtes à Douala, on met comme ça à votre disposition des locaux qui vous permettront de recevoir ce training et surtout, n'est-ce pas, de pouvoir continuer dans ces mêmes locaux et appliquer tout ce que vous apprenez dans le programme. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans ce besoin, exprimez-le et on vous permettra d'avoir accès aux locaux qui ont, n'est-ce pas, des laptops et de la connexion Internet qui vous permet, n'est-ce pas, de concevoir, de consommer ce training et d'implémenter ce que vous aurez reçu. OK. Alors, on a atteint la fin de ce programme. Tout simplement, ce qu'on peut rappeler, c'est que le dernier chapitre qu'on a eu à dire a parlé de la création et configuration. Dans cette partie, on a eu à parler des différents modèles de e-commerce. Dans ces différents modèles de e-commerce, nous avons parlé des avantages et des inconvénients des modèles de e-commerce. Et dans ces modèles de e-commerce, on a parlé comme ça des B2C, qui est business to customer. On a parlé des modèles B2B, qui est business to business. On a parlé du modèle de dropshipping. On a parlé du modèle, n'est-ce pas, de la vente sur abonnement. Ça, c'est ce qu'on a trouvé dans le premier chapitre de ce géant module qui est la création, confiance, l'optimisation des boutiques en ligne. Alors, la deuxième partie ou deuxième chapitre de ce module est concentré sur le choix de la plateforme de e-commerce. Un chapitre, du moins, autant important. Parce qu'il suffit de prendre une mauvaise plateforme, vous allez vous retrouver au milieu, de pouvoir réfléchir sur je ne peux pas faire ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a c'est tellement compliqué, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut recommencer à zéro parce qu'on n'a pas fait attention à ce qu'il faut aux critères d'évaluation de e-commerce. C'est ça qu'on a vu dans ce deuxième chapitre, des critères d'évaluation. On a parlé par exemple des fonctionnalités, de la flexibilité, de la sécurité, mais surtout des coûts attachés à chaque plateforme. On a comme ça mis en exergue les avantages et les inconvénients de chaque plateforme, ou du moins les plateformes les plus utilisées. Et dans cette plateforme, on a essayé de trouver les avantages et inconvénients de chacune de ces plateformes telles que Amazon, WooCommerce, Magento, BigCommerce, Shopify et la dernière qui est la moins connue, mais qui apparemment celle qui va produire beaucoup plus d'avantages, c'est ce qu'on appelle le Blue de Rhône. Alors, dans le troisième chapitre de ce module, géant module d'ailleurs, on a parlé de la conception de son site de e-commerce. On a mis en exergue c'est ce dont il faut prendre en compte. Comment est-ce qu'on procède dans la création de e-commerce, dans la tête, comment est-ce qu'il faut faire d'abord. On a mis en exergue ce qu'on appelait le design, n'est-ce pas? Le principe du web design. On a parlé comme ça des couleurs, on a parlé des polices de caractères, des images, des icônes, l'ergonomie de la navigation, on a dit en quoi est-ce que la catégorisation
et surtout le call to action sont des éléments importants lorsqu'on est en train de concevoir un site de e-commerce. Dans le dernier chapitre de ce module, qui est ce qu'on a couvert la dernière fois, la dernière séance, était, n'est-ce pas, l'optimisation des pages produits. C'est important. Si vous faites tout et que vous ne parvenez pas à optimiser la page produit, vous arrêtez, c'est-à-dire vous-même cassez, diminuez les chances de vendre votre produit. Pourtant, ça ne vous coûte pratiquement rien. On a vu que l'optimisation des pages produits passe, n'est-ce pas, par l'optimisation de la description du produit déjà. Ça passe par l'utilisation des images attrayantes. Ça passe par des critères, des critiques et des témoignages des clients. Ça passe, n'est-ce pas, par l'affichage des prix de la façon la plus claire et simple possible. Ça passe par des pages de produits convaincantes et surtout, une fois de plus, le call to action. Bien entendu, de la même façon qu'il y a des call to action dans votre site de e-commerce en général, pour inciter les gens à échanger avec vous, acheter, ou encore s'inscrire dans votre base de données. Votre site n'est pas seulement destiné à acheter parce que parfois tout le monde n'achète pas au même jour. Les gens peuvent passer dans votre site, créer des call to action, des appels à l'action qui permettent à l'entreprise d'échanger avec vous. Quand elle échange avec vous, ça permet que vous pouvez le rappeler demain pour partager des produits que vous avez avec eux parce que quand ils sortent à la boutique, ils risquent de ne pas revenir. Ça prend pas des call to action dans le site en général, mais surtout également des call to action pour la page produit. C'est là où se trouve quoi. Mais là, la page produit, le call to action, c'est surtout pour acheter. Alors, ça, c'est ce qui a animé, n'est-ce pas, le chapitre 4 de notre module 4, si vous permettez la redondance. Alors, en dernier ressort, qui est ce qu'on vient de prouver aujourd'hui, c'était la mise en place des solutions de paiement et d'expédition. Et si vous étiez là pendant qu'on parlait, on a parlé des solutions de paiement et on a parlé des solutions d'expédition. Voilà les deux grandes choses qu'on a discutées aujourd'hui. Dans la solution de paiement, on a parlé, n'est-ce pas, des passerelles de paiement et des méthodes de paiement. Également, dans les solutions d'expédition, on a vu les solutions classiques, qui sont les solutions les plus courantes, mais il y avait également des solutions spécifiques. Mais également, attention, au niveau de la livraison, on a dit qu'il faut prêter attention on appelait ça les retours. Parce que quand le retour, c'est quelque chose, c'est un peu comme on parle de la mort. La mort, c'est inévitable, OK? Mais les gens peuvent en parler. Les retours sont inévitables. Quand tu fais un business, que ce soit pas ta faute ou pas par ta faute, il y a des retours. Les gens ne sont pas satisfaits. Dans un restaurant, tu ne vas pas passer 150 plats à servir tous les plats bien. Il y a un plat où tu vas mettre beaucoup de piment et le client va se fâcher. Donc, comment est-ce qu'on gère cette situation-là? Au niveau de e-commerce, prévoyez donc qu'il y aura des retours, n'est-ce pas? Donc, on a pris ça en compte. On a également parlé des tests réguliers. On n'a pas bien sûr des solutions spécifiques. Pour les livraisons, il y a des solutions classiques, des procédures que tout le monde connaît. On a également vu qu'il y a des modes de livraison spécifiques, notamment quand une personne va prendre son paquet lui-même ou encore quand on est sur le drone. Alors, la dernière partie, c'était, là, on a parlé qu'il faut tester votre plateforme régulièrement, tester votre système, vos processus régulièrement, notamment que ce soit l'achat ou la livraison, il faut les tester. Alors, une fois qu'on a fini avec ça, je pense qu'on a fini, vraiment. Et s'il n'y a pas autre question, on va se retrouver à la prochaine séance pour, n'est-ce pas, partager ce qui va être appelé le marketing, déjà à intégrer dans le e-commerce. Alors, une question que j'ai pour vous. Des différentes solutions de paiement, quelle est celle que vous connaissez le mieux? J'attends que vous puissiez me envoyer la réponse dans dans le groupe de training que nous avons, que vous puissiez partager la solution de paiement que vous avez. Et quelles sont les solutions de paiement que vous souhaitez utiliser? Est-ce qu'il y a des solutions de paiement que vous souhaitez pouvoir configurer, dont on n'a pas fait part, par exemple? J'attends votre réponse dans le groupe de training auquel vous êtes membre. Ou alors, si vous allez finalement voir sur notre plateforme, dans les commentaires, posez la question. Alors, une fois de plus, c'était un plaisir, c'est José Polas, pour vous accompagner dans votre aventure, n'est-ce pas, de comment lancer, maîtriser et lancer votre e-commerce sans capital initial. Une fois de plus, ce sera un plaisir et on se voit à la prochaine fois, les gars.
Ciao.